quelques invités qui arrivent progressivement. Nous allons pouvoir commencer cette séance d'information sur l'écologie industrielle et territoriale. Donc, nous vous remercions de votre présence et de votre intérêt donc, pour l'EIT. Je vais vous demander, si vous ne l'avez pas fait, de couper le son de façon à ce qu'il n'y ait pas de perturbation. Sachant que cette séance d'information est enregistrée et que le replay sera disponible ultérieurement. Donc, je vais passer la main assez rapidement aux intervenants. Donc, la première partie de cette présentation, eh bien, c'est une présentation de l'écologie industrielle et territoriale par Madame Boulanguet et Monsieur Orvoine, qui vont intervenir donc, et vous présenter pendant une vingtaine de minutes ce que représente l'EIT et comment elle peut être un levier pour le développement durable sur les territoires. La deuxième partie, eh bien, ce sont des témoignages d'un alternant de notre master EIT et d'un ancien alternant de l'année dernière de ce master qui ont pu mener des projets et qui continuent à mener des projets concrets dans le domaine de l'EIT. Ensuite, une présentation du master par Madame Pimbert, qui est la directrice, et donc une dizaine de minutes consacrées aux questions. Vous pouvez poser vos questions par chat tout au long de ce webinaire. Nous essaierons d'y répondre le mieux possible en fin de séance. Et si le temps nous le permet, nous pourrons activer les micros pour des échanges directs et oraux. Voilà, je laisse la main à Solène Boulanguet et Monsieur Orvoine pour cette première partie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette petite introduction à l'écologie industrielle et territoriale que nous allons faire avec Solène Boulanguet, nous avons choisi de revenir dans un premier temps sur ce qui sous-tend nos sociétés aujourd'hui, qui constitue le socle des enjeux à avoir en tête, enjeux qui se nourrissent, s'entrecroisent et fondent aujourd'hui les actions de transition des entreprises installées sur les territoires. Évidemment, la grande accélération des 50 dernières années a vu la population mondiale augmenter rapidement, en particulier en milieu urbain, ce qui pose des problématiques de consommation d'espace, qu'il s'agisse de zones d'activité où on va trouver nos entreprises ou d'habitat. Les problématiques alimentaires sont également prégnantes, ou comment nourrir cette population en augmentant en qualité et en quantité la nourriture disponible. C'est proposer une alimentation de qualité, c'est en lien évidemment avec la santé. On trouve ensuite les enjeux relatifs à l'équité sociale, de plus en plus intégrés aujourd'hui dans les politiques de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, ainsi que des enjeux d'égalité des chances, de conditions de travail, d'accès à l'emploi et d'évolution des carrières. À côté de cela, on va trouver des enjeux de santé et de soins, assez proches parfois des enjeux climatiques comme la qualité de l'air. Ce qui s'affiche également, ce sont les enjeux d'écologie aujourd'hui, la dramatique question de la perte de biodiversité, la protection des milieux fondent aujourd'hui de nombreuses politiques territoriales dont les entreprises doivent s'emparer quand on pense à la raréfaction de certaines ressources ou aux impacts que peuvent avoir des rejets aujourd'hui ou des consommations inconsidérées de matériaux, renouvelables ou non, naturels ou, j'allais dire, géologiques. On peut parler également, pour compléter le tableau, d'énergie et de ressources. Cette croissance régulière de la population s'accompagne d'une croissance régulière de consommation des énergies. La demande mondiale croît de 2 à 3% par an, sachant qu'on va évidemment vers une diminution des ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, et que ceux-ci émettent des gaz à effet de serre, donc c'est le lien avec les enjeux climatiques. Il faut se poser la question évidemment de la nécessaire sobriété de chacun d'entre nous par rapport à ces consommations d'énergie, les baisses de consommation sur les territoires également, baisse de consommation dans les entreprises, comment consommer moins, comment produire de l'énergie renouvelable, comment se diriger vers les objectifs nationaux et internationaux de zéro consommation ou de consommation renouvelable en 2050. Donc les modèles énergétiques sont en transition rapide, évidemment, ça va nourrir les réflexions de l'écologie industrielle et territoriale. Le climat, on en a parlé, c'est la vulnérabilité des territoires, l'adaptation, l'atténuation,
sur la modification des écosystèmes, et puis évidemment, c'est le réchauffement climatique qui va induire les conséquences que vous savez en termes de montée des eaux, de pluies plus régulières, de phénomènes météorologiques plus réguliers, plus intenses. Pour finir ce tableau, très rapidement, c'est là qu'on arrive à notre lien économique. Est-ce que les indicateurs dont on dispose aujourd'hui, vieux débat entre le PIB et l'indice de développement humain, est-ce qu'on peut avoir une croissance faible ou nulle? Est-ce que si on la découple évidemment des impacts environnementaux? Est-ce que le modèle de croissance, et c'est Solène qui va vous en parler tout à l'heure, acheter, utiliser, jeter, évidemment ce modèle a vécu, donc il faut aller vers de la circularité. L'obsolescence programmée aujourd'hui a fait suffisamment de mal, je crois, pour qu'on puisse repenser l'éco-conception, l'ACV, l'analyse de cycle de vie des produits, et se diriger vers peut-être une économie industrielle et territoriale qui s'appuie sur l'économie collaborative, l'économie circulaire. Voilà, c'est la troisième révolution industrielle, théorisée entre autres par Rifkin, et ces 5 piliers. Voilà, on voulait commencer un peu par un rappel de ces défis mondiaux très rapidement. Avant, finalement, en complément, relativement à ça, on avait trouvé intéressant de revenir très brièvement sur les grandes étapes et les évolutions réglementaires également des 50 dernières années. Parce qu'on n'arrive pas à ce constat, évidemment, sans avoir rien fait. Au contraire, beaucoup de choses ont eu lieu. Les grandes étapes, ce n'est pas exhaustif. Ça permet de compléter l'approche globale avant de plonger un peu plus dans l'écologie industrielle et territoriale et son fondement. Les années 70, finalement, ont été des années assez écologiques, avec une prise de conscience. C'est le rapport Mido, c'est les années 72 avec halte à la croissance. Là, on a des concepts d'éco-développement et d'halte à la croissance qui sont manipulés principalement par les pionniers, les ONG, les scientifiques. C'est la conférence des Nations Unies à Stockholm en 1972. Et puis ces années 70, finalement, avec le recul, on les regarde comme une décennie qui a été assez écologique, avec les directives Oiseau, avec les directives Céveso, on parlait beaucoup de vélo aussi à l'époque, finalement. Bon, alors après, évidemment, dans les années 80, il y a eu une petite sourdine sur tous ces sujets. Peut-être la décennie la plus libérale qu'on ait connue, Reagan-Thatcher. Il faut se replacer dans l'époque. Et puis, les crises qu'on traversait, notamment de l'emploi. Pour autant, en sous-marin, j'allais dire, il y avait du travail pour formuler le concept de développement durable que Mme Brundtland proposera dans son rapport en 1988. Et à partir de là, on va parler de développement durable comme le concept ou Sustainable Development en anglais, on a traduit par développement durable. Aujourd'hui, on parle de développement soutenable. Ce sont des mots, mais évidemment, ils ont du sens. C'est toujours intéressant de débattre. Voilà, le développement peut-il être durable comme vous le savez, ça pose question. En vert, un petit peu les grands sommets de la Terre. 92 à Rio, 2002 le sommet mondial développement durable à Johannesburg. Voilà, la Terre brûle et nous tournons la tête. Jacques Chirac à l'époque. Rio plus 20 en 2012. Quelques grands marqueurs encore, ce sont évidemment les protocoles de Kyoto, signé en 97, ratifié en 2005, qui va se prolonger jusque finalement 2015. Et aujourd'hui, on est un petit peu sans rien. Donc la COP 26 en fin d'année à Glasgow aura toute son importance pour relancer des dynamiques. À présent que la politique mondiale est peut-être un peu plus favorable, je pense aux États-Unis. Les objectifs du millénaire, les ODD, au nombre de 8 en 2000, au nombre de 17 en 2015, donc les grands objectifs, Solène va revenir dessus également. Une décennie 90-2000 qui est un peu la décennie des bons sentiments, où on constate effectivement les dégâts et on promet la main sur le cœur qu'on va mettre beaucoup de choses en place. Et puis finalement, voilà, 2000-2010 jusqu'à la crise de 2008, ça n'a pas pu peut-être avancer autant qu'il avait fallu. Les années 2010-2020, bon, on a eu des COP, ça, il n'y a pas de problème, il y a eu plein de COP.
mais peut-être que ça n'a pas été aussi loin que possible, mais il fallait aussi légiférer, organiser. Le concept de RSE réapparaît clairement depuis, disons vraiment clairement depuis 5-10 ans, et puis bon, quand même très émergent depuis une quinzaine d'années. On parle de performance économique et sociale et environnementale des entreprises aujourd'hui qui doivent, en plus de donner leurs résultats économiques, rendre des comptes sur leurs impacts sociaux et environnementaux. Bref, il y a une maturité, moi, que je sens aujourd'hui. Les timides lois Grenelle de 2010, en France, maintenant en orange, la loi LTECV en 2015, puis les dernières lois, la loi LOM, la loi Egalim, la loi sur l'économie circulaire. On a beaucoup légiféré sur cette décennie 2010-2020. Donc maintenant, je pense qu'en 2020-2030, c'est la décennie de l'action, je le souhaite vraiment. Avec le Green Deal européen qui est très clairement formulé, vous avez un Green Deal chinois aussi, vous avez énormément d'initiatives dans le monde qui se structurent autour des territoires notamment et de l'écologie industrielle et territoriale comme un des concepts finalement porteurs. Et on va maintenant le préciser et je passe la parole à Solène. Merci Cédric. Donc un petit focus sur le développement durable et ce concept. Comme l'a expliqué Cédric, il a été défini en 1987 dans le cadre du rapport Brundtland. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs. Et plusieurs approches existent. Vous avez là sur le visuel l'approche latine, qui est appliquée notamment dans notre pays depuis les années 90. Et qui prône un développement à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Et c'est bien l'intersection de ces trois sphères, la prise en compte de ces trois conditions, qui permet un développement durable. La seconde approche, c'est une approche nordique. Elle part du postulat que les activités économiques sont incluses dans les activités humaines, lesquelles sont elles-mêmes incluses dans la biosphère. Cédric, si tu peux l'afficher. Merci. Donc voilà, vous avez l'économie en son centre, qui est elle-même incluse dans la société et elle-même incluse dans la biosphère. Donc pas d'économie sans activité humaine, pas de société sans biosphère, et l'activité économique ne saurait durer sur le long terme si la nature venait à être trop gravement endommagée. Cette approche tient compte des interconnexions entre les trois sphères et de ce fait plus systémique, plus inclusive et donc davantage conforme à notre réalité, même si en France, ce n'est pas forcément celle qu'on a utilisée depuis 30 ans. Et donc, c'est toute l'économie avec cette vision, c'est toute l'économie qui doit être durable pour que le développement soit soutenable. Ce développement durable, comme l'a dit Cédric, il s'est traduit en 17 objectifs de développement durable que je pense vous connaissez. Ils suivent les objectifs du millénaire qui étaient au nombre de 8. Et vous le voyez sur ce schéma, ils peuvent aussi s'organiser selon ces trois dimensions, la biosphère, la société et l'économie. Il recouvre des enjeux liés à la biosphère tels que la lutte contre le changement climatique, la préservation de la vie aquatique et terrestre, l'accès à l'eau et à l'assainissement, des enjeux liés à la société, l'accès à l'éducation, la paix, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'éradication de la pauvreté et des enjeux économiques comme la réduction des inégalités, promouvoir une industrialisation durable et consommer et produire responsable. Justement, sur ces modes de production actuels, notre économie, comme l'a dit Cédric, prélève toujours plus de ressources naturelles. Ensuite, on produit des biens de consommation, on les achemine, on les achète, on les consomme et on les jette en produisant toujours plus de déchets. On peut qualifier notre économie de dégénérative. L'économie circulaire, elle permet, grâce à la mise en œuvre de stratégies, un découplage entre la croissance économique et les ressources naturelles et l'énergie qui sont utilisées pour la fabrication des biens. Cela permet de prélever moins de ressources naturelles et de générer moins de déchets. Généralement, on assimile l'économie circulaire surtout au recyclage des déchets, mais c'est bien plus que ça. Ça concerne l'ensemble du cycle de vie des produits,
du besoin initial du consommateur, en passant par la fabrication du produit, la limitation de son impact environnemental lors de sa fabrication, et ensuite la réutilisation du produit et sa fin de vie. On va voir sur la slide suivante les 7 piliers qui recouvrent du coup cette économie circulaire. Vous avez bien sûr le recyclage à gauche en vert, hein, puisque la fin de vie des produits, c'est un sujet important, mais vous avez aussi deux piliers qui sont l'allongement de la durée d'usage et la consommation responsable qui vont vous concerner et me concerner, qui concernent les consommateurs en tant que tels. Sur nos modes de consommer. Et puis, vous avez les 4 autres piliers qui concernent les acteurs économiques, le monde de l'entreprise, donc les approvisionnements durables qui recouvrent les achats des entreprises, l'économie de la fonctionnalité, donc privilégier l'usage à la possession d'un bien, l'éco-conception, prendre en compte les effets négatifs sur l'environnement d'un produit tout au long de son cycle de vie, et l'écologie industrielle et territoriale sur lequel on va faire un focus maintenant. L'écologie industrielle, la définition un peu officielle, c'est la mise en commun volontaire des ressources par les acteurs économiques d'un territoire, donc c'est-à-dire les entreprises d'un territoire, en vue d'économiser ou d'améliorer la productivité de l'entreprise. C'est justement, dans l'économie circulaire, le pilier territorialisé de l'économie circulaire. Donc, on entend par ressources l'ensemble des flux entrants et sortants, matériels et humains d'une entreprise. Donc ça va être par exemple tout ce qui va être fluide, l'eau, l'énergie, mais aussi les matières premières qui rentrent dans le process industriel et les matières sortantes, les coproduits, les sous-produits. Ça va être également tout ce qui est logistique et équipement, les engins de manutention, le transport, les contenants, les locaux, un hangar, des bureaux. Voilà, ça peut être aussi une imprimante 3D, une cabine de peinture, une chaîne de production. Donc voilà, vraiment tout ce qui est équipement et logistique et qui intervient dans le process industriel d'une entreprise. Et ça va être également les services auquel une entreprise va faire appel pour son fonctionnement. Donc le nettoyage de ses locaux, l'entretien d'espaces verts, si elle en a, la collecte de ses déchets. Et puis par ressources, on entend aussi les ressources humaines, les besoins en formation des salariés d'une entreprise, les compétences nécessaires au sein d'une entreprise, avec par exemple du prêt de salariés entre entreprises qui peut être mis en place. Plusieurs types d'échanges entre entreprises et de mise en commun peuvent être organisés dans le cadre d'une démarche d'écologie industrielle. On appelle ça des synergies de substitution. Un exemple assez connu, c'est donc quand le déchet de l'un devient une ressource de l'autre, par exemple de la chaleur qui sort d'un process industriel qui va être récupéré par une autre entreprise pour son process, ou des effluents, de l'eau chargée en matière organique ou de l'eau chaude qui va être utile dans le process d'une autre entreprise. On a ensuite des synergies de mutualisation de ressources ou de services, c'est-à-dire quand les entreprises vont mettre en commun un besoin pour avoir une solution unique. Par exemple, plusieurs entreprises ont besoin de nettoyer leur parc de véhicules sur une zone d'activité. Elles vont créer une station de lavage pour mutualiser cette fonction-là. Ça peut être aussi la mise en commun d'achats, des achats groupés sur très simplement des besoins qu'elles vont toutes partager comme du gaz et de l'électricité, ou des choses ensuite plus spécifiques comme par exemple des palettes. Et enfin, la dernière chose qui peut être mise en place dans ce type de démarche, ça va être des nouvelles activités, une nouvelle activité qui se met en place sur un territoire, car les entreprises vont par exemple, produire le même type de déchets. Et donc, il faut mettre en place sur le territoire une filière qui permet de donner une seconde vie. Donc, du coup, ce ne sera plus un déchet, ça deviendra une ressource, mais à cette ressource-là. En 2020, on recense en France à peu près 200 démarches d'écologie industrielle. Mettre en œuvre ces démarches, ça demande de connaître le fonctionnement de 2 écosystèmes bien spécifiques. L'écosystème industriel, donc autour des entreprises et des organisations, mais aussi tout ce qui est écosystème territorial et les collectivités et les politiques publiques, notamment en lien avec l'économie circulaire. Je redonne la parole à Cédric. Merci Solène. Les entreprises, évidemment, doivent rester profitables pour porter leurs salariés et distribuer les produits ou les services pour lesquels elles existent, mais sentent évidemment que les enjeux que nous avons cités tout à l'heure pèsent sur leur développement et donc cherchent à adapter des stratégies
d'écologie justement industrielle et territoriale. Les outils à leur disposition sont nombreux. Vous avez à l'écran une chaîne de valeur qui s'affiche de la matière première, transport amont, transformation, transport aval. C'est un schéma classique. Les entreprises peuvent alors mobiliser différents outils selon effectivement leurs produits ou services. Est-ce qu'on fait une analyse sur toute la chaîne de valeur d'un système? Est-ce qu'on fait un bilan produit? Est-ce qu'on fait une analyse de cycle de vie d'un produit? Est-ce qu'on va travailler son éco-conception? Est-ce qu'on a pensé à la reverse supply chain, la logistique inversée ou le retour produit? Est-ce qu'on a une attente réglementaire parce qu'on est une entreprise obligée, donc pour faire du reporting, un bilan de développement durable ou un bilan global d'une organisation? Ma responsabilité est-elle directe ou indirecte? Comment connaître et traiter mes impacts sont aujourd'hui les questions que se posent les chefs d'entreprise pour dresser leur plan de développement dans les années futures, relativement aux enjeux que nous avons vus tout à l'heure et dans le cadre réglementaire que nous avons évoqué. Au-dessus de tout cela, on a une notion de RSE aujourd'hui répandue, qui est chapeautée au niveau mondial par l'ISO 26000, structurée en 7 domaines d'action ou 7 questions centrales, parmi lesquelles la gouvernance, qui est une question centrale transversale, et axée sur 7 valeurs de redevabilité, de transparence éthique, reconnaissance des intérêts des parties prenantes, respect du principe de la légalité, les normes, la connaissance des normes et le respect des droits de l'homme. Voilà, donc c'est beaucoup d'interrogations, de travail stratégique dans les entreprises, mais celles-ci ne sont pas hors sol, elles s'appuient sur des territoires organisés qui eux aussi sont le cadre de leur développement. Que font-ils? Eh bien, depuis 2010, vous avez des plans climat pour un certain nombre d'entre eux, qui se sont transformés en plans climat air-énergie en 2015, pour augmenter un petit peu le champ de l'analyse. Nous sommes passés des agendas 21 dans les années 2010 jusqu'à 2015, il en reste encore quelques-uns, c'était de très beaux outils, à maintenant des outils comme Citergy par exemple, qui sont des labellisations territoriales. On est passé des territoires zéro déchet, zéro gaspillage aux territoires à économie circulaire aujourd'hui. Il y a une nouvelle, un nouveau dispositif qui est en train de sortir. On est sur les territoires à énergie positive, on va vers des systèmes productifs locaux aujourd'hui. Donc les territoires doivent être résilients aussi, accompagner leurs entreprises et faciliter la mise en œuvre des synergies dont Solène a parlé. Aujourd'hui, les territoires sont reconnus comme les fers de lance des politiques climat, air, énergie. L'illustration que je vous propose, c'est pour parler des systèmes d'amélioration continue qu'on va retrouver d'une manière générale. C'est l'état des lieux, c'est la définition de la politique climat, air, énergie, sa mise en œuvre entre 4 et 6 ans. Et puis là, c'est un système avec une labellisation. Et puis on recommence parce que dans l'espace de 4 ou 6 ans, les réglementations évoluent, les progrès techniques et technologiques également. Donc c'est un système un peu sans fin de progression permanente. Voilà. Il n'y a pas un développement durable peut-être pour conclure, mais plutôt une somme de projets de territoires durables sur lesquels les entreprises vont pouvoir capitaliser et former les systèmes. Donc des démarches d'amélioration continue à animer localement. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'offres d'emploi, de chargés de projets d'écologie industrielle et territoriale, par exemple, parce qu'il faut faire le lien entre tous les concepts qu'on a évoqués et puis les relier à la réalité du terrain. Je laisse maintenant la parole aux témoins de cette intervention et je crois que je dois rendre l'écran. Ça y est, je pense. Oui, alors je reprends la parole pour remercier Solène et Cédric pour cette présentation succincte de l'EIT, mais qui donne une bonne image, un bon éclairage de ce que représente ce concept au niveau territorial.
Cédric et Solène interviennent dans le master EIT de l'université. Alexandre et Vincent donc, sont des alternants et anciens alternants du master. Donc, Alexandre Scheuer est chargé de mission collective Cyclette à Lorient et va pouvoir vous présenter son projet. Merci Alexandre. Merci. Donc, comme on vient de vous le dire, je m'appelle Alexandre Scheuer, je suis chargé de mission au collectif Cyclette depuis 2019. Donc, c'est un collectif dont l'objectif est de rendre accessible à toutes et tous le vélo en tant qu'instrument incontournable de la transition écologique et solidaire. Et moi, je suis chargé de mission sur un projet qui vise à rendre accessible le vélo aux personnes à mobilité réduite. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir un petit focus sur les activités de ce collectif qui est basé à Lorient depuis 2016 avec son atelier vélo participatif et solidaire et qui s'inscrit dans un certain nombre de piliers de l'économie circulaire, notamment le réemploi, la réparation. Et donc, l'intérêt de ce collectif, c'est qu'il permet à d'autres acteurs d'améliorer leurs pratiques, donc principalement des particuliers, mais par effet boule de neige des entreprises, puisque nous sommes sollicités parfois par les collectivités sur lesquelles nous agissons, donc Lorient, Lanester, les 25 communes de Lorient Agglomération, des entreprises également, telles que Naval Group ou telles que l'hôpital de Bretagne Sud, ce qui nous permet de valoriser les mobilités douces qu'est le vélo. Et je me suis inscrit donc cette année scolaire dans le master EIT, puisque ça permettait à mon sens de pousser la démarche un petit peu plus loin en augmentant mes compétences et puis en observant les pistes d'amélioration qui pourraient être effectuées au sein du collectif et plus largement sur le volet territorial qui était ma formation initiale en urbanisme. Donc là, vous pouvez voir un petit schéma qui retrace certains piliers de l'économie circulaire, sachant que l'EIT, nous y sommes déjà, puisque le principe du collectif Cyclette initial, via son atelier vélo participatif et solidaire, est de recueillir des vélos qui étaient voués à être jetés via des particuliers ou des entreprises. Il y a des conventions qui sont initiées, notamment avec la recyclerie, le comptoir du réemploi basé à Lorient-Lanester. Il y a un partage de ressources qui est effectué. Donc, toutes ces ressources qui étaient vouées initialement à être jetées en déchetterie ou à être recyclées sont réparées, réemployées. Et il y a une économie de la fonctionnalité qui est mise en place dans le sens où les gens achètent un vélo à bas coût et peuvent ensuite le redéposer. L'exemple est flagrant notamment pour les enfants dont la taille varie avec le temps. Les parents achètent un vélo qui est adapté à la taille de leur enfant, l'enfant grandit, ils redéposent l'ancien vélo et ils en achètent un nouveau. Donc là, c'est un petit exemple de boucle circulaire qui est assez intéressant. Sur le volet éco-conception, nous n'y sommes pas encore, mais c'est une piste qui pourrait venir dans les années prochaines. Nous avons déjà un adhérent qui fabrique ses propres cadres de vélo en bambou. Donc ça pourrait être une piste aussi pour faire face à la raréfaction des matières premières, notamment le métal qui a un fort coût pour être recyclé. Le bambou, l'avantage, c'est que ça permettrait de créer des passerelles aussi avec le secteur agricole. Et donc voilà pour un exemple concret de ce dans quoi peut s'inscrire l'UIT d'un point de vue territorial. Je vais laisser la parole à Vincent, qui était là l'année dernière. Oui, merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc je suis Vincent Aligan, je suis consultant climat, CV, éco-conception chez O2M Conseil, basé à Rennes, et donc ancien étudiant du master UIT de l'an dernier. En ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai une formation initiale en comptabilité et finance, et j'ai travaillé en tant qu'auditeur financier spécialisé dans les coopératives agricoles pendant plus de 7 ans.
Et en 2019, j'ai décidé de me reconvertir et d'exercer un métier en cohérence avec mes valeurs, lutter contre le réchauffement climatique et protéger l'environnement. Donc il a été important pour moi de suivre une formation afin d'acquérir des compétences dans le secteur du développement durable que je ne connaissais pas. Et donc après plusieurs recherches, j'ai trouvé donc le master EIT à Lorient, qui correspondait voilà, totalement à ce que je recherchais. Une formation en alternance, c'est vrai que pouvoir se former à l'université et pouvoir l'appliquer directement en entreprise, c'est vrai que c'est un vrai plus. Avoir aussi une vision large du développement durable à travers les différents cours et les différents intervenants professionnels. Et aussi également un bon rythme d'alternance de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours, très apprécié, notamment par mon employeur au 2e conseil. Et donc j'ai suivi le master UIT donc en 2019-2020, la première promo, une promo de 12 étudiants de parcours très diversifiés, ce qui a fait une promo complémentaire avec des échanges très intéressants. Donc, j'ai effectué mon alternance chez Au 2M Conseil, donc une société de conseil en développement durable, créée en 2008 et basée à Rennes, Angers et Paris. Quand je suis arrivé, nous étions 5 consultants. Aujourd'hui, nous sommes 17. On sent que les entreprises ont envie d'aller sur ces sujets-là. Donc, on accompagne voilà, les entreprises sur différents projets, comme vous pouvez le voir à l'écran. On accompagne les entreprises notamment sur les secteurs agroalimentaires, mais aussi sur le secteur du bâtiment, mutuel et autres industries. Et donc pendant mon alternance, j'ai pu consacrer une partie de mon temps sur la partie conseil, donc à savoir carbone, éco-conception et RSE, et une autre partie sur l'audit transport et l'audit RSE. Et donc, à l'issue de mon alternance, j'ai été embauché en CDI chez Au 2M Conseil et aujourd'hui, je continue à accompagner les entreprises voilà, sur des sujets plutôt stratégie carbone, aller vers la neutralité carbone, aussi les accompagner sur les sujets RSE, mais également audit transport et analyse de cycle de vie. Voilà, je redonne la main à Eugénie. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup Alexandre et Vincent pour cet éclairage qui rend concret en fait comment l'EIT peut être appliqué dans les territoires mais aussi dans les entreprises. Je vais maintenant laisser moi-même la main à Madame Pimbert, qui est la vice-présidente de l'université en charge de la RSE et du patrimoine de l'UBS, mais qui est aussi directrice d'études pour le master EIT et pour la licence Sciences, Écologie et Société, pour une présentation du master. Voilà. Merci Eugénie. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Voilà, donc moi je vais vous présenter effectivement donc ce master qui a été créé, ouvert l'année dernière après plusieurs années de travail effectivement sur le sujet. Voilà, donc rapidement, effectivement, donc écologie industrielle et territoriale, et puis le sous-titre de la formation, c'est pour un développement durable des territoires, et on s'inscrit effectivement tout à fait dans ce qui vous a été présenté précédemment, avec tous ces enjeux qui deviennent de plus en plus prégnants, aussi bien au niveau des entreprises que des collectivités locales et territoriales. Donc les objectifs de ce master, donc c'est une 2e année de master, on en reparlera un petit peu plus tard. Effectivement, donc c'est la mise en œuvre opérationnelle de ces problématiques d'EIT. Donc c'est une formation qui est vraiment, je dirais, axée sur du concret, sur du retour d'expérience, sur des études de cas. Vraiment, on n'est pas là pour faire de la théorie, on est là vraiment pour fournir des outils qui vont être directement utilisables, des outils opérationnels. Donc, avec différents objectifs, comme je le disais, donc bien évidemment une réduction de l'impact environnemental d'une structure, qu'elle soit entreprise, groupement, collectivité, intégrer une approche globale
de ce développement durable ou développement soutenable, tout le volet responsabilité sociétale des entreprises et des organisations couplé avec les préoccupations environnementales et puis la nécessaire mise en œuvre de la transition écologique. Voilà, donc on retrouve un certain nombre je dirais un petit peu de sous-objectifs et puis des compétences qui sont visées à l'issue de cette formation. Voilà que je ne vais pas vous détailler toutes, mais axé quand même beaucoup sur la conduite de projets dans des domaines aussi divers que le management environnemental, la responsabilité sociétale des organisations, l'éco-conception, les bilans gaz à effet de serre, etc. Voilà, donc au niveau du détail de un petit peu comment se structure la formation, si je peux avoir la diapo suivante. Merci. Voilà, alors donc la formation donc s'étend sur une année d'octobre à septembre avec 12 unités d'enseignement de 35 heures environ. Donc vous avez ici les intitulés de ces unités d'enseignement qui couvrent des domaines assez larges, qui relèvent bien évidemment de l'économie circulaire et des différents outils qui peuvent être utilisés pour trouver des solutions par rapport à tous ces enjeux. Donc je vais vous présenter rapidement aussi le contenu de ces 12 UE. De toute façon, on vous transmettra les diapos, hein, donc je ne vais pas tout vous lire, mais disons qu'on a une première UE introductive où on va poser un petit peu les bases, les concepts du développement durable, et puis parler justement des objectifs, les ODD, le réchauffement climatique, etc. Et puis on introduit dès le début des outils statistiques, de méthodologie, et puis de la méthodologie d'enquête, et puis de la méthodologie de mémoire. Puisqu'il y aura, j'en parlerai dans la 12e unité d'enseignement, il y a un mémoire à réaliser à l'issue, enfin, pendant la formation. Le volet risques industriels, socio-environnementaux, bien évidemment, est abordé avec tout l'aspect réglementaire et puis les différentes normes. Une partie comptabilité carbone, bilan gaz à effet de serre et éco-conception. Voilà, diapo suivante. Voilà, le temps que ça... Alors, j'ai oublié la 3, c'est pas grave. Donc, il y avait un gros module. Oui, voilà, la 4, droit et réglementation de l'environnement. Voilà, donc là, il y a un gros volet avec tous les aspects environnementaux, juridiques, dans des domaines, enfin des volets extrêmement divers. Alors, 2 modules qui sont au cœur de la formation, qui sont concepts et pratiques de l'EIT et management de projets éco-innovants. Donc avec de la méthodologie, un focus sur l'écologie industrielle et les écosystèmes portuaires, qui est une problématique un petit peu spécifique. Et puis à Lorient, on est la ville, enfin une des villes aux 5 ports. Donc ça me semblait intéressant de faire un focus là-dessus. Dans l'UE6, on a également la méthodologie autour de l'analyse environnementale des écoparcs industriels, des visites de sites expérimentaux, un petit peu perturbés avec la crise sanitaire, malheureusement, et puis un aspect sur le lien aussi avec les projets industriels et la protection de la biodiversité. La diapo suivante. Voilà, donc ensuite, un module sur la stratégie, donc RSE. Mes collègues vous ont présenté un petit peu donc, les piliers de la RSE. Donc là, il y a vraiment un petit peu la norme ISO 26000, des retours d'expérience également de mise en place de stratégies RSE dans des structures de diverses natures. Et puis, un focus aussi sur les outils de reporting RSE qui sont aussi importants, comme on valorise sa démarche aussi RSE.
Et puis une partie également sur le management environnemental avec la norme ISO 14001. Un module consacré plus spécifiquement aux politiques environnementales avec la gestion territoriale de l'environnement. Donc là, on se place plus du point de vue des collectivités locales et territoriales, avec comment on peut mettre en place des politiques de développement durable, de transition écologique dans les collectivités, avec l'aspect donc PCET et démarche Synergie dont Cédric vous a parlé, et un petit focus aussi sur les projets alimentaires territoriaux, des préoccupations importantes entre le lien entre agriculture, alimentation, qualité. Un module spécifique sur la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc là, on essaie de balayer un petit peu les différents volets, que ce soit le domaine du bâtiment, les réseaux de chaleur, les réseaux intelligents, etc. Et puis, 3 dernières unités d'enseignement qui sont, qui sont un module spécifique sur la gestion et la valorisation des déchets, parce qu'effectivement, c'est souvent, quand on parle d'économie circulaire, on pense tout de suite aux déchets. Donc là, avec un volet plus déchets industriels et un volet déchets ménagers. Quelque chose qui me semblait important également, c'était de savoir comment on pouvait valoriser sa démarche de développement durable sur l'extérieur, donc avec des enseignements qui concernent le marketing durable et également les achats responsables, que ce soit comment on peut introduire des clauses de responsabilité dans les marchés, que ce soit des marchés publics ou des procédures d'achat privées. Et enfin, donc, une unité d'enseignement de gestion de projet dans lesquels on va trouver des outils de base de gestion de projet, de l'économie de la fonctionnalité et de la collaboration, qui a également été évoquée tout à l'heure par Solène, et puis la réalisation d'un mémoire en lien avec une thématique du master. Donc là, on se situe donc avec un document d'une soixantaine de pages à produire à la fin de la formation, avec une soutenance, présentation orale devant un jury. Donc ce mémoire se situe, je dirais, un petit peu un intermédiaire entre un mémoire de stage classique et puis un mémoire de recherche. Donc chaque étudiant choisit une thématique en lien, bien évidemment, avec la structure qui l'accueille dans le cadre de son alternance. Et puis, il va se focaliser sur cette thématique-là et puis faire de la recherche bibliographique, un état de l'art, une problématique, des solutions, etc. Voilà, et puis bien sûr, la période de stage en entreprise, en collectivité ou en association, qui représente une partie importante du cursus, bien évidemment, c'est-à-dire donc le rythme de l'alternance, on a 40 semaines en entreprise, 12 semaines de formation de 35 heures à l'université, sur un rythme d'environ 1 semaine par mois, d'octobre à septembre, comme je vous le disais. Alors, ce que je précise également, je vous disais que c'était vraiment une formation de terrain, donc je dirais qu'on a 90% des intervenants de la formation qui sont des professionnels. Donc des gens qui vont enseigner, faire part de leur expérience professionnelle dans les différents domaines et qui le pratiquent au quotidien. Donc ça me semble extrêmement important. On a 10% d'enseignants universitaires, puisque c'est un diplôme de master, mais on a également donc cette partie très importante de retour d'expérience de professionnels, et on a une équipe de professionnels issus soit de collectivités, de cabinets d'études, enfin vraiment tout type d'entreprise, enfin vraiment tout type d'intervenants, mais vraiment le volet professionnel me semblait extrêmement important. Et puis en termes de méthodologie de travail, on est sur des petits groupes, 12 étudiants l'année dernière, cette année 10 alternants, donc on n'est pas sur je
dirais, sur de l'enseignement descendant tout le temps. On est bien évidemment, il y a des concepts qui sont nécessaires de donner, mais on est vraiment sur de l'interaction, du travail en mode projet, études de cas, etc. Enfin, beaucoup de travaux de groupe également. Alors, par rapport aux structures d'accueil, eh bien, les structures d'accueil sur les 2 promotions, puisque c'est un jeune master. Donc, on a des collectivités donc, qui sont citées ici, des entreprises, des cabinets d'études en environnement, en RSE, en accompagnement à la transition, des agences locales de l'énergie. Donc, le domaine de l'énergie est effectivement assez représenté. Breizh-Alais, qui est le réseau breton des agences locales de l'énergie, et puis Morbihan Énergie. On a également des banques avec le volet RSE, tout particulièrement. Agence de développement économique, Fédération des acteurs du réemploi, et puis entreprise solidaire avec le témoignage donc, d'Alexandre sur Apicyclette. En termes d'insertion professionnelle, alors évidemment, on n'a pas beaucoup de recul il y a une promotion de diplômés, la deuxième est en cours. Donc sur la première promotion, on avait 12 étudiants, dont un salarié. Il y a eu 7 embauches dans la structure où les étudiants, les alternants, ont réalisé leur période de formation, ce qui est très bien. Donc ils ont été embauchés à l'issue de leur formation, plus la personne qui était salariée, qui est restée dans sa structure. Voilà. Et puis sur les 4 étudiants, eh bien, il y en a un qui est parti vers d'autres horizons, qui est parti au Brésil. Et puis il y en a 3 qui ont trouvé un travail dans des structures assez proches de celles qui les ont accueillis pour leur alternance. Alors, concernant les modalités, donc c'est la diapo suivante. Ouais, alors non, donc avant de parler un peu du public qui est accueilli, un petit aparté sur le diplôme d'université, développement durable et transition écologique. C'est-à-dire qu'on a à peu près, donc, on prend 6 unités d'enseignement de la formation du master qui sont délivrées sur 1 an, c'est-à-dire plutôt que de faire le master en 1 année, il y a possibilité de faire le master en 2 ans. Et de capitaliser, bien évidemment, les unités d'enseignement d'1 année pour l'obtention finale du master. Donc, pour avoir une certaine cohérence pédagogique, donc là, vous avez les 6 unités d'enseignement qui sont choisies pour ce diplôme d'université. Et puis, à l'issue de ce diplôme d'université, il y a donc l'année suivante de s'inscrire en Master 2 et de ne suivre que les 6 unités d'enseignement qui vont complémentaires de celle-là, de façon à avoir sur 2 ans les 12 modules. Voilà. Donc ça peut, je dirais, être intéressant pour des salariés pour lesquels libérer un salarié 1 semaine par mois sur 1 année, c'est beaucoup. Donc là, ça permet de libérer 1 semaine tous les 2 mois. Donc effectivement, voilà. Donc c'est une possibilité qui existe. J'accélère un petit peu. Diapo suivante. Et puis on propose également des modules qualifiants, donc on appelle nos modules courts, qui peuvent être ouverts à des salariés du secteur public ou secteur privé, et qui sont des modules tirés du master et qui sont regroupés sur des journées. Donc on a 4 modules qualifiants qui sont directement donc issus du programme et qui se déroulent en même temps que la formation dispensée aux étudiants de master. Et puis, là encore, il y a une validation possible pour capitaliser ces modules si on veut s'inscrire au master par la suite. Donc, sur l'alternance, les modalités, donc on accueille des publics donc, uniquement en formation continue. Donc, le master n'est pas ouvert en formation initiale. Donc, soit contrat d'apprentissage, donc les modalités vous sont précisées. Contrat d'apprentissage, donc là, ça va concerner tout type de structure. Le contrat de professionnalisation va concerner exclusivement les entreprises et les associations dans le domaine
de droit privé. Les collectivités locales ne sont pas éligibles au contrat de professionnalisation. Et puis des cas éventuellement de reprise d'études, de stages alternés pour des salariés ou pour des demandeurs d'emploi. Et Eugénie donc, se tient à votre disposition pour toutes les questions sur ce volet-là. Voilà, je pense que c'était la dernière diapo. Oui, tout à fait. Et je redonne la main à Eugénie. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, pour conclure, eh bien, nous espérons. Je pense que j'ai un Larsen. Je ne sais pas si vous entendez bien, Sylvie. Oui, je t'entends bien. Je vais couper mon micro, mais je t'entends bien. D'accord, ça vient de moi. Donc, au travers de la présentation, de la première présentation sur l'EIT de Cédric et de Solène, au travers des exemples de projets qui ont été présentés également par Alexandre et Vincent, et au travers de la déclinaison en termes de contenu de formation et en termes de compétences développées dans le master, eh bien, nous espérons que cette séance d'information vous donnera une vision beaucoup plus concrète de ce concept EIT, aussi bien pour les personnes qui souhaiteraient suivre la formation que pour les personnes qui sont ici ce soir pour tout simplement s'informer sur l'EIT. Donc, vous recevrez après la séance le lien vers le replay qui sera sur YouTube, le support de présentation et une fois aux questions avec les questions qui seront posées. Donc, je vous invite à les poser par chat. J'orienterai donc votre question vers la personne qui sera la plus à même d'y répondre. Donc j'ai une question de Fanny qui demande si pour la modalité 3 reprises d'études et stages, est-ce qu'on n'est pas limité par la limite légale de 6 mois de stage par année universitaire, soit 25 semaines et non 40? Alors c'est une question très précise, mais en fait, effectivement, un stage étudiant est limité en volume horaire. C'est pourquoi le stage en master EIT va débuter au moment de la formation, donc début octobre, mais se terminer avant la fin de formation, c'est-à-dire au mois d'août. Il est alterné, donc il représente des semaines disséminées sur l'année en complément des périodes de cours. Donc voilà, on est totalement dans la légalité pour ce stage alterné. Yannick donc demande si parmi les critères de validation de l'alternance, nous considérons l'aspect éthique, donc bon élève en matière de RSE, par exemple, de l'entreprise. Sylvie, si tu veux répondre. Je veux bien répondre. C'est une question intéressante. Alors, je dirais que pour l'instant, non, parce qu'on se dit que si l'entreprise recrute quelqu'un du master en alternance et qu'il a envie de progresser par rapport à un certain nombre de principes et de problématiques en lien avec la RSE, d'une façon ou d'une autre, et que on est là pour l'encourager, donc justement, on va... au contraire, on sera content d'avoir quelqu'un qui puisse, une fois dans l'entreprise, pouvoir les aider à avoir des bonnes pratiques. Donc Sylvia qui demande, donc j'ai le statut RQTH, est-ce que je peux faire le contrat d'apprentissage ayant plus de 26 ans? Alors, je vais répondre à cette question sur la réglementation. En fait, le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, donc 29 ans révolus. Et effectivement, le statut RQTH permet d'être dispensé de cette contrainte d'âge pour les contrats d'alternance. C'est un cas particulier qui amène des dérogations à la limite d'âge. Voilà. Est-ce qu'il y a de rien? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ornella, vous avez une question? Est-ce que votre caméra est allumée? Ah non, pardon, j'avais pas. C'est pas grave, hein, mais...
Voilà, question de Fanny, à nouveau, dans la continuité donc, de la question de Yannick, est-ce que l'EIT ne concerne que les flux et le territoire ou aussi le contenu des entreprises? Entre Solène et Cédric, qui souhaite répondre à la question de Fanny? Ils n'entendent pas. On va peut-être répondre. Je peux répondre. L'EIT concerne. Alors, le terme contenu des entreprises, en effet, il est entre guillemets. En effet, je ne sais pas trop, Fanny, ce que vous entendez par là. Mais oui, l'écologie industrielle, la démarche en tant que telle concerne les flux d'une entreprise, le territoire. Si vous entendez par contenu plus ce qui est démarche de RSE, oui, elle est prise en compte aussi et elle peut faire partie du projet. En fait, l'écologie industrielle est un des volets du coup de ce projet RSE, mais en tout cas, dans les enseignements du master, ça fait bien partie, le contenu de ce qui est étudié. Alors, en ce qui concerne les conseils pour les collectivités qui souhaitent accompagner le développement de l'EIT, ce que j'observe, moi, dans les collectivités que j'accompagne, c'est qu'en général, comme je le disais tout à l'heure, c'est porté peut-être par un chargé de mission développement durable et puis ça se transforme assez vite justement en un recrutement parce que c'est assez aidé aussi par certaines politiques de l'ADEME. On entre dans soit une démarche Sytergie, par exemple, ou une démarche d'économie circulaire. Encore une fois, il y a le référentiel qui est sorti pour justement faire le point de ce qui existe sur le territoire. Quel est le système, par exemple, de gestion des déchets? Quel est le niveau de maturité de l'animation des clubs d'entreprise sur des zones, par exemple? Est-ce qu'on les réunit régulièrement? Est-ce qu'il y a eu déjà des actions d'entreprise pour mutualiser, par exemple, ou massifier des chargements? Ça se fait beaucoup en Bretagne, comme on est un petit peu à la pointe, les entreprises se parlent entre elles. On a des groupements d'intérêt économique, par exemple à la pointe bretonne, pour partager des poids lourds ou pour partager des fois des emplois. Donc voilà, peut-être commencer par quel est le niveau de maturité de mon territoire sur ces politiques-là. Il existe des référentiels qui vont pouvoir vous renseigner. Et pour compléter, se demander si le territoire de la collectivité, du coup, est le territoire pertinent pour lancer la démarche, c'est peut-être la première question, en effet, à se poser. Alors pour la question sur la condition en matière de connaissances pour l'accès en M2, je dirais non, il n'y a pas forcément de préalable. En termes de diplôme, s'agissant d'un Master 2, il faut que les candidats aient un Master 1 ou un niveau de Master 1 qui peut aussi être considéré via une validation des acquis de l'expérience. Voilà, donc on prend des gens d'horizons extrêmement variés. Bon, Vincent, tout à l'heure, vous a dit qu'il avait plutôt une formation en finance. C'est vraiment extrêmement varié. On n'a pas que des profils scientifiques ou des personnes qui ont déjà une expérience dans un des domaines de la formation. Non, là, c'est extrêmement vaste. Et je vois une autre question. Date limite prévue pour le mois de mai, est-ce possible d'avoir la réponse bien avant cela? Bien sûr. Disons que sur notre site, le site de candidature, c'est un site pour toute l'université. Donc, on est obligé d'afficher des dates limites de candidature qu'on peut éventuellement réactualiser. Donc, mais de toute façon, on étudie les candidatures au fil de l'eau. Et de toute façon, l'admission à la formation est prononcée sous réserve, bien évidemment, de trouver une structure d'alternance, puisque la formation n'existe pas en formation initiale. C'est forcément en formation continue. Donc, on peut candidater dès maintenant, et puis on examine les dossiers, et puis on vous donne une admission sous réserve d'eux, mais extrêmement rapidement. Et pour les personnes qui candidateraient plus tard, on a mis le mois de mai, mais quand le mois de mai arrivera, on retardera la date, et on peut aller on peut avoir des candidatures jusqu'à début septembre, puisque la formation commence début octobre. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, on a un petit peu débordé sur l'horaire, mais c'était intéressant d'aller jusque-là. Nous allons arrêter cette séance.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas donc à me contacter. Vous avez normalement mon adresse mail par l'intermédiaire de la confirmation d'inscription à la séance d'aujourd'hui. Et je remercie grandement donc tous les intervenants qui ont pu vous faire profiter de leurs connaissances sur l'écologie industrielle et territoriale. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.